Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo que j'appellerai Souvenir. Souvenir de quoi? Souvenir de mon enfance, souvenir des années 50. Donc là, dans les années 50, j'habitais à Andelnan. Andelnan, c'est un petit village qui, en 1953, avait 313 habitants. Et en 2015, c'est-à-dire d'après l'INSEE, il y en a 1224. Ça veut dire que la population a été multipliée par 4 presque en 60 ans. Donc, dans ce petit village, voilà, j'ai retrouvé une ancienne carte postale qui montre Andelnan. En premier plan, on voit l'école que je vous remontrerai un peu plus loin. Donc, pourquoi faire une vidéo comme ça? Simplement pour se rappeler comment était la vie il y a 60-70 ans. Les anciens, ça leur rappellera leurs souvenirs, des bons souvenirs, et les jeunes qui sont nés dans les années 80, 90, ils se diront, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce monde? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me disais, il n'y aura jamais autant de différence qu'il y a eu, enfin, de différence entre mon père et moi et mon fils et moi. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup plus d'évolution entre mon fils et moi qu'il y en avait entre mon père et moi. Et j'ai du mal à imaginer qu'entre mon fils et son fils, il y aura encore beaucoup plus d'évolution. J'ai du mal, c'est bizarre, on a du mal de s'imaginer le, le futur parce qu'on se dit ouais on est au top, on est bien pour l'instant. C'est difficile d'imaginer le futur. Alors ici, voilà une photo de mon grand-père et ma grand-mère. Et derrière, c'était ma cousine. Donc quoi dire? Disons que mon grand-père était maçon, il habitait dans la Creuse et il a fini par revenir habiter en Franche-Comté où il a construit sa maison, c'est-à-dire la maison où moi j'ai passé mon enfance. Une petite anecdote, donc là où ma grand-mère, donc mon père me disait, oui, ma mère, elle disait qu'elle aimait mieux accoucher que faire une lessive. Bon, vous dites, c'est n'importe quoi, enfin c'est sûr que c'est un peu n'importe quoi. Mais il faut dire que dans ce temps-là, la lessive, elle se faisait à la rivière. On faisait la lessive dans la rivière. Et moi, ce que j'ai quand même connu dans les années 50, il y avait le lavoir en ville, et enfin en ville, au milieu du village, il y avait un lavoir, un petit ruisseau qui passait, le lavoir, et les femmes faisaient la lessive au lavoir. Une petite anecdote, il y a une petite devinette que mon père racontait, c'est ça, vous allez voir si vous allez trouver. Donc, si vous l'avez, ne me la prêtez pas, si vous l'avez pas, prêtez-moi-la. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est bizarre, si vous l'avez, prêtez-moi-la pas, si vous l'avez pas, prêtez-moi-la. Eh ben, c'est la planche à laver. Et oui, effectivement, si vous l'avez, vous ne pouvez pas la prêter. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la prêter. Effectivement, il y avait une planche dans ce temps-là et il tapait le linge dessus. C'est un battoir à linge et il avait le linge. Donc ça, c'est un petit peu la vie qu'il y avait dans ce temps-là. Mais là, je n'ai pas connu, c'était du temps de ma grand-mère, c'était dans les années avant les années 50. C'était dans les années 30, 40, 45, puisque moi, je suis des années 50. Donc, dans les années 50, alors, comme on parle du lavoir, je vais vous raconter une petite anecdote, mais ça, c'est des histoires vécues. C'est-à-dire que je sortais de l'école, tranquillement. Alors, je ne sais pas, je pense que ça devait être la petite école, hein, je devais être tout petit, je devais avoir 6-7 ans. Hein. Je vais justement devant ce fameux lavoir, et je regarde un copain qui vient, il me dit, oh regarde, moi je viens, je regarde, et il me dit simplement ces deux mots, je te fous dedans. Et plaf, il me pousse carrément dans le lavoir. Alors je tombe dans l'eau, là j'avais mon gros manteau, ça devait être en hiver. Et là, franchement, je me souviens, je croyais que là j'allais, ça y est, pour moi j'étais mort. Déjà je ne savais pas nager, l'eau était froide, je tombe il y avait peut-être, je sais pas, le lavoir il fait peut-être 1 mètre 50 d'eau, à peine, hein, ouais, 1 mètre d'eau, mais j'étais tout petit, ça y est, pour moi j'étais mort. Et miracle, une femme qui passait par là, il paraît, parce que moi je me rappelle plus de rien, elle m'a sorti. Elle m'a sorti de là. Ma tante, qui habitait pas bien loin, m'a ramené vite fait chez moi.
Alors j'étais trempé. Dans ce temps-là, elle m'emmenait sur le porte-bagages, hop, et en vélo, elle m'emmenait, elle m'a vite ramené chez moi, au bout du village, où on m'a tout de suite séché. Je me rappelle, on m'a séché, on m'a fait boire du lait, parce que le lait, effectivement, dans ce temps-là, c'était contre le poison, contre tous les poisons. Vous preniez du lait, et voilà, vous preniez du lait et vous étiez sauvé. Bon, l'idée de ça, d'après ce que moi je me disais, c'est que quand on boit du lait, d'après ce que j'avais compris, dans le lait, les bactéries se développent beaucoup plus vite et elles empêchent les autres bactéries de se développer. Mais bon, j'ai regardé sur Internet, le lait n'est en aucun cas un antipoison. Donc ça, c'était des idées de grand-mère, des idées reçues. Mais bon, moi j'ai bu du lait et je m'en suis sorti. Donc, vous pouvez boire du lait quand vous tombez dans le lavoir, on vous sort, vous buvez du lait et vous verrez, vous serez sauvé. Bon, parlons un petit peu de l'école. Alors l'école, là on voit la photo de la grande école d'Andelnans. Donc il y avait deux écoles à Andelnans, une école pour la maternelle, de l'autre côté de la Savoureuse, et de ce côté-là, c'était la grande école qui nous permettait d'aller jusqu'au certificat d'études ou de sortir de là pour aller en sixième, cinquième, mais il fallait aller à Belfort dans la grande ville qui était à 4-5 km. Donc dans ce temps-là, on allait à l'école à bicyclette. Donc mon père, lui, me disait qu'il allait à l'école, lui, il allait à l'école en sabot. Moi, j'y allais en chaussures, mais dans ce temps-là, les chaussures, on mettait des fers pour pas les user. Il y avait des fers à l'arrière de la chaussure et à l'avant. Ça permettait de ne pas user les chaussures. On avait aussi des blouses pour pas salir ses habits. Tout le monde était en blouse. Alors on avait ou des blouses grises, ou des blouses noires, ou des blouses. On avait des blouses pour aller à l'école. On écrivait donc évidemment dans sur tous les pupitres, il y avait un encrier et on écrivait à l'encre. Alors du temps de mon père, il disait que lui, il avait connu les encriers qui étaient gelés au milieu de la salle de classe. Nous, on avait un gros fourneau et chacun à son tour, les élèves, on allait chercher le bois à l'extérieur ou dans le couloir et on faisait marcher le feu. En hiver, la classe était chauffée au feu de bois, avec un gros feu de bois. Et ça évitait l'encre de geler dans les encriers. Et on écrivait avec les fameuses plumes sergent-major. C'est seulement quand j'étais dans les études supérieures, enfin à Belfort, tout ça, à l'âge de 18-19 ans, que on pouvait utiliser le stylo à billes. Le stylo à billes, dans les années 50, ça n'existait pas, il n'y avait que les plumes et les crayons. Voilà donc la différence entre mon fils et moi, vous la voyez tout de suite, entre mon père et moi, il n'y avait pas une très grande différence d'école. Sauf que bon, à l'école, je vous dis, à l'âge de 12 ans, on pouvait, les gosses allaient travailler, alors que moi, dans mon temps, bon, bah, c'était 14 ans, on pouvait travailler à 14 ans. Mais bon, bien souvent, moi j'ai commencé à travailler à 18, 14, 16 ans, travailler quand même beaucoup plus tard. Mais à 12 ans, c'était possible dans le temps d'aller. Alors là, sur cette photo, nous voyons mon père et mon grand-père et ma grand-mère, cette fois-ci du côté maternel. Et à l'arrière, c'était ma maison, notre maison, la maison que mon grand-père paternel avait construite. Alors, qu'est-ce que je vais te raconter? Alors, disons que dans ce temps-là, je vais raconter quand moi j'étais jeune, il y avait évidemment le chemin de fer qui passait. Le chemin de fer, c'était des locomotives à vapeur. Donc ça, c'était déjà différent de maintenant. Il y avait, moi ce que j'ai connu, les premiers, le chasse-neige. Alors dans ce temps-là, il y avait quand même pas mal de neige. Il y avait beaucoup plus de neige que dans ce que dans nos périodes actuelles. J'aimais à dire, oui, moi quand j'étais petit, j'avais de la neige jusqu'au ventre. Il y avait beaucoup de neige. Eh oui, il faut dire que j'avais de la neige jusqu'au ventre, mais il faut dire que j'étais beaucoup plus petit. Voilà l'histoire. Donc, mais il y avait quand même beaucoup plus de neige, 30-50 cm de neige. Bon, c'était assez courant. Donc, ce que j'ai vu aussi, c'est le chasse-neige. Alors, le chasse-neige, dans ce temps-là, c'était un gros triangle en bois. Il y avait un gros poids, un gros caillou, un gros poids dessus, et c'était le cheval qui passait, qui tirait le chasse-neige. Vous imaginez un gros triangle tiré par un cheval qui passait sur la route et qui faisait le chemin. C'était le chasse-neige. Dans ce moment-là, il n'y avait pas
de chasse-neige, de camions et de voitures pour chasser la neige. Alors, comment on vivait? Il faut dire que dans ce temps-là, tout le monde avait un jardin, tout le monde avait des poules et des lapins. Donc c'était notre occupation principale, car les poules, il fallait leur donner à manger matin, midi et soir. Donc les poules, c'était vite fait, parce qu'on achetait bien du grain, et puis les poules, elles mangeaient tous les restes. C'est-à-dire quand il y avait de la salade, quand il y avait des restes de nourriture, tout ça, on donnait aux poules. Les poules, elles ne sont pas difficiles, elles mangent tout. Les lapins, par contre, c'est beaucoup plus délicat. Les lapins, il fallait leur donner à manger matin, midi et soir également. Et là, il fallait couper l'herbe. On allait couper de l'herbe, on allait aussi chercher de l'herbe. L'herbe, dans ce temps-là, on ne passait pas la tondeuse. On coupait l'herbe, on fauchait l'herbe. Au mois de juin, on fauchait l'herbe et on faisait les foins. L'herbe séchée, on la gardait, ça nous faisait du foin pour faire la litière des lapins. Et pour les lapins mangeaient aussi le foin en hiver, ils mangeaient le foin. Donc, nous les gosses, ça nous occupait, moi ça m'occupait pas mal. Quand il fallait faire les foins, bon, pendant une semaine, puis on ne coupait pas tout le pré d'un seul coup, on coupait le pré en plusieurs fois pour être sûr qu'il ne soit pas mouillé, et on faisait les foins. On faisait aussi, pendant les vacances, il fallait aussi monter le bois, c'est-à-dire qu'on se chauffait au bois, au charbon. Mais le bois, donc tous les ans, on recevait 4, 3, 4, 4, 5 stères de bois. Le scieur du bois, donc ça c'était aussi un métier qui a disparu. Le scieur y passait et il nous sciait tout en bout de 30 centimètres. Après, il fallait quand même encore le fendre en deux ou en trois, donc on avait un gros bloc, et à la hache, on fendait le bois. On le faisait plus ou moins sécher, hein, on le laissait dehors un moment, et après, il fallait le monter au grenier. Donc là, c'était aussi une bonne occupation. On prenait des gros paniers et on montait le bois au grenier. Au grenier, il y avait aussi le bois, il y avait aussi le foin. À un moment donné, on mettait le foin aussi au grenier. On faisait du petit bois, c'est-à-dire que les branches d'arbres, il y avait beaucoup d'arbres. On avait un verger avec tous les arbres. On avait des pruniers, des cerisiers, des pommiers, toutes les sortes de pommes, les rainettes, les rambourgs, les pommes douces, les pommes moissons. Euh, C'était une occupation aussi en été, dès le mois de juin, on ramassait les premières pommes tous les jours ou tous les 2, 3 jours, on faisait le tour, on allait ramasser les pommes, alors on mangeait beaucoup de compotes. On faisait aussi des pommes séchées, comme on avait le four, enfin disons le fourneau, comme on chauffait au bois, mais le fourneau marchait toute l'année, puisque c'était le fourneau qui chauffait l'eau. Il n'y avait pas d'eau, évidemment, il n'y avait pas d'eau courante au robinet. Quand on se lavait, on remplissait une bassine d'eau et on se lavait ou dans la bassine ou on se contentait de se laver devant l'évier, un petit peu comme on disait, on se lave comme les chats, on se lavait un petit peu la frimousse, c'est terminé. Donc dans ce temps-là, on ne prenait pas une douche, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle de bain, hein. On se lavait devant le lavabo avec de l'eau, une casserole d'eau chaude et l'eau froide. On avait quand même l'eau froide au robinet, hein. Je pense que dans le temps, du temps de mon grand-père, ils avaient l'eau au puits. On avait un puits derrière la maison et à la cave, nous, on avait une pompe. Et je pense qu'ils allaient chercher, pomper l'eau à la cave dans ce temps-là. Mais ça, moi, j'ai pas connu. J'ai toujours connu l'eau et l'électricité. On avait aussi, quand il y avait des pannes d'électricité, on avait tout de suite des lampes à pétrole pour s'éclairer. On avait des lampes à pétrole, on avait des bougies. Mais j'ai quand même connu l'électricité. On avait quand même l'électricité dans la maison. Il y avait quand même une radio. La radio, on écoutait La Famille du Raton, on écoutait Zapimax, on écoutait Jeanne Subban, on écoutait les actualités, on écoutait quand même la radio. Donc ça, moi j'ai toujours connu la radio. Mais évidemment, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone. Le téléphone, même quand j'avais 18, 20 ans, je voulais avoir le téléphone en Guingamp, mais on me disait c'est pas possible, il n'y a pas de ligne, il fallait tirer une ligne. Mais ça, c'était déjà beaucoup après, c'était dans les années 60-70, hein. Dans les années 50, il n'est pas l'idée de demander le téléphone à Andelnans, on n'avait pas le téléphone. Quand on voulait téléphoner, on allait, c'était pas le 22 à Nièvre, mais il fallait aller ou à Danjoutin, dans un café, le café qui avait le téléphone. C'était pareil, le café, c'était là, ils avaient aussi pour avoir de la glace. Quand j'étais tombé, je m'étais fait éclater plus ou moins un rein, j'étais resté un mois sur ces fameux bouts de bois. J'étais tombé sur ce fameux bout de bois et clac, je m'étais fait perforer plus ou moins un rein. Donc le docteur était venu,
le spécialiste, il m'avait dit, hop, c'est l'hôpital. Et mon père, ah non, on ne veut pas le mettre à l'hôpital. Donc j'étais resté un mois à la maison, mais il fallait pas bouger. Et on me mettait de la glace, il fallait me mettre de la glace. Alors c'était ma tante qui allait à Danjoutin, donc elle faisait 3 km, 2-3 km, pour aller chercher de la glace dans ce fameux restaurant qui avait de la glace. Elle me ramenait la glace et au début c'est malin, il mettait la glace dans une poche de glace directement sur le ventre comme ça. Et là, effectivement, c'est marrant, le froid, ça finit par brûler. Donc après, on m'a dit qu'il fallait mettre une feutrine et après je mettais la glace sur mon rein et du coup, bon ben, je m'en suis bien sorti. Je suis resté un mois. Je me rappelle quand j'ai voulu me relever au bout d'un mois, sortir du lit, et je prenais une canne parce que les premiers pas, j'avais les jambes qui flageolaient. Dans ce temps-là, je devais avoir 10-12 ans. En courant dans la cour, j'étais tombé sur un bout de bois, ces fameux bouts de bois que je vous racontais qu'il fallait fendre. Et j'étais tombé sur un bout de bois pointu, pouf. Voilà, donc ça c'était l'anecdote du bois. Donc ça c'était pour raconter un petit peu les histoires. Et tout le monde, comme tous les voisins, tout le monde avait un jardin. C'était celui qui avait le plus beau jardin. On se on se donnait les fruits, les légumes. Quand on avait beaucoup de salades, on les donnait un peu aux voisins. Quand on avait beaucoup d'haricots, c'est pareil. Quand c'était la période des haricots, il y avait plein d'haricots. On les donnait aux voisins, les fraises, on partageait. C'était tout le monde, tous les voisins s'entendaient plus ou moins et on partageait quand même pas mal de choses dans ce temps-là. On avait de la viande, on mangeait de la viande, c'était pas la poule au pot tous les dimanches, mais on mangeait des lapins, on mangeait aussi des coqs, pas trop les poules, on n'aimait pas trop manger les poules, ça se mangeait pas trop, mais on avait toujours des œufs frais. On avait des œufs, une poule ça fait un œuf à peu près tous les jours, hein. Donc tous les jours, en période d'été, on allait ramasser les œufs de poule et on avait des bons œufs frais et on avait du lapin, de la viande. Donc on avait quand même une vie mais tout à fait différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y avait pas ni Cora, ni Super U, ni rien du tout. Il y avait juste les économiques qui passaient une fois par semaine et qui nous amenaient, qu'est-ce qu'ils nous amenaient? Ils nous amenaient deux, trois, des pâtes, des choses comme ça. Et ils nous amenaient surtout le casier de vin. Parce que dans ce temps-là, on buvait beaucoup de vin. Moi, j'ai jamais vu mon père boire de l'eau. Et quand on était jeune, moi, on faisait, pour être un homme, on te mettait de l'eau et on te mettait un peu de vin. Et petit à petit, plus tu grandissais, plus tu mettais du vin. Et à la fin, moi je me rappelle un jour, je me suis rendu compte quand j'allais à l'école, mais là j'avais peut-être 14, 15, 16 ans hein, quand j'allais à l'école, je me dis je me sens quand même bizarre, c'était tout drôle. Et je regarde, effectivement, en mangeant, sans me rendre compte, je buvais un demi-litre de vin. Oh, alors j'ai dit, hop, c'est fini. J'ai arrêté. Donc à ce moment-là, je pense que si j'avais eu les chromosomes pour être alcoolique, j'aurais continué. Mais non, je ne me suis jamais mis à l'alcool et j'ai arrêté. Pourtant, dans ce temps-là, on distillait. Tout le monde distillait. On avait des fruits, on distillait de la pomme, de la poire, de la prune. On distillait. Il y avait toujours. Alors, on buvait le café et une petite gnôle. Et les gosses, on trempait un sucre dans la gnôle. Voilà comment on était élevé dans mon temps, hein. C'est-à-dire que on était quand même pas mal alcoolisé, mais c'était tout à fait normal. Un casier de vin, il faisait la semaine. Mon père, il buvait son litre de vin par jour. Donc c'était quand même une autre époque. Voilà ce qu'on peut dire. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore de spectaculaire? Alors il y avait aussi, on a parlé des échos qui amenaient le vin, on va parler aussi du laitier. Alors tous les jours, il y a le laitier qui passait, et en face de chez nous, il y avait le voisin qui avait un espèce de hangar, il y avait une grande planche en bois, une grande porte, et tout était cloué, il y avait des gros clous, et chacun venait mettre son bidon. Le laitier venait et il remplissait le bidon de lait. Et tous les jours, on avait du bon lait frais. Alors le lait frais, il fallait le faire bouillir. Donc on le mettait dans une grosse casserole, je me rappelle, et on avait le monte-lait. Ça vous ne savez pas savoir ce que c'est qu'un monte-lait. Donc c'était une grosse rondelle en verre qu'on mettait dans le lait. Et quand le lait avait une certaine température, il faisait bloum, 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 bloum. Le monte-lait, déjà, il prévenait que c'était bon, que c'était bouilli, que ça bouillait. Il fallait faire bouillir le lait 5-10 minutes ou un quart d'heure. Et ce fameux monte-lait empêchait le lait, la crème, de se former au-dessus du lait. Parce que si vous ne mettez pas le lait, il va monter rapidement, il chauffe, il bout, et
il y a une espèce de la crème qui se met au-dessus et le lait il déborde. Alors là, il faut courir parce que tout de suite, vous avez le lait qui déborde. Et là, je vous dis pas, le lait qui déborde sur le fourneau, ça pue pas mal, hein. Quand vous avez bien brûlé du lait, bon, ça arrivait quand même rarement, mais ça arrivait de temps en temps où on avait oublié de monter le lait, ou ça chauffait trop, ou il y avait quelque chose. Donc, on avait du bon lait tous les jours, mais qu'il fallait faire bouillir. Donc ça, c'était une question d'habitude. Donc, on avait le lait, on avait le vin qui venait par l'épicier, et on avait le boulanger. Le boulanger faisait sa tournée tous les jours à 11 heures, il klaxonnait, on courait et on allait chercher le pain. On achetait bien souvent un pain long et on mangeait dans ce temps-là beaucoup de pain. On mangeait un gros pain, c'était normal, tous les jours on mangeait un gros pain. On mangeait du pain. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme chose bizarre? Alors il y avait aussi ces fameux lapins, c'est-à-dire que quand on tuait le lapin, on gardait la peau. Et il y avait aussi un métier, c'était le marchand de peau de lapin qui passait, qui criait peau de lapin, et il passait avec son vélo. Et je me rappelle, on courait y apporter les peaux. Il nous payait ça, une peau de lapin, ça valait 5 francs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des grosses pièces de 5 francs en fer blanc, là, ça c'était 5 francs. Et après, les peaux de lapin blanche étaient un peu plus chères. Alors il a commencé à donner 10 francs. C'était les fameuses pièces jaunes avec le coq dessus, là. C'était 10 francs. Et après, ça passait à 20 francs, 25 francs. Et après, bon, bah, le marchand de la peau de lapin, c'était terminé. Il n'y avait plus de marchand de peau de lapin parce que ça se faisait plus. Puis l'époque était passée. Les peaux de lapin, c'était terminé. Mais le marchand de peau de lapin, c'était un bon métier. Il y avait également le ramoneur, bon, qui passait de temps en temps. Donc au début, le ramoneur, il passait, montait sur le toit, comme dans les films qu'on voit le ramoneur. Et puis après, petit à petit, mon père, il avait acheté un hérisson, ça s'appelle, ouais. Et il passait lui-même, il ramonait lui-même sa cheminée, et on n'a jamais eu trop de soucis. Bien que parfois, il y avait des feux de cheminée, il y avait des maisons où il y avait des feux de cheminée, pouf. Mais bon, si la cheminée était costaud, le feu de cheminée, c'était pas bien grave, ça ramonait la cheminée. C'est-à-dire que le feu partait dans la suie qui était dans le conduit de cheminée, et hop, on mettait un feu de cheminée. Bon, mais c'était pas trop grave non plus. Il n'y avait pas trop d'incendie dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc là, je vous ai raconté l'histoire du lait, de la vie, comment on vivait. Alors là, bon, bah, les enfants, dans ce temps-là, on n'avait pas trop la parole. Et je me rappelle que un coup, je disais, je retrouvais le temps long aussi un petit peu, parce qu'on n'avait pas il n'y avait pas de Pokémon, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. Et quand moi j'allais à l'école, je pense que c'était dans les années 58, je me vois devant la porte, là, en train de causer avec mon père, et puis de lui dire, ouais, mais pourquoi on met la date? Et la maîtresse nous faisait marquer la date sur le cahier. Moi, j'ai dit, ce chiffre, ça change jamais. Eh oui, 1958, ça durait un an, mais un an, quand on a 7 ans, c'est très long. Alors je me dis, comment ça se fait? Ben, je pense que un an, quand on a 7 ans, c'est c'est un septième de sa vie. Alors qu'aujourd'hui, quand on en a 70, un an, c'est le 70e. C'est 70, c'est le 70e de sa vie. Ça veut dire que ça ne représente plus grand-chose. Un an, c'est pour ça que ça passe beaucoup plus vite quand on a 70 ans que quand on a un an. Parce que quand on a 7 ans plutôt, quand on a 7 ans, on pense qu'il y a une chose, c'est d'être grand. Parce que c'est les adultes qui ont droit à tout. Les adultes ont droit à la parole, les adultes savent tout, les adultes. Et quand on est petit comme ça, qu'on n'a rien, on regarde les grands, parce que c'était les grands, même quand on a un an de plus ou 2 ans de plus, les grands, quand vous avez 7 ans, un qui a 10 ans, c'est un grand. Bon, alors après, les vieux, quand vous avez 60 ans, 70 ans, là, ça c'était les vieux, on ne parlait pas des vieux. Mais voilà un petit peu comment était le monde dans ce temps-là. Alors évidemment, il n'y avait pas de frigidaire. Je me rappelle le premier frigidaire, quand on avait acheté de frigidaire chez moi, je devais avoir 15-16 ans. Je disais, oh là là, un frigidaire, c'est le luxe, c'est du luxe. Évidemment, avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait un garde-manger. Donc, la viande et tout ça, on le mettait à la cave. Parce qu'on avait une maison quand même qui était en pierre. Les maisons dans le temps, c'était des maisons qui étaient faites en pierre. Dans la cave, il faisait, donc à la cave, il faisait frais l'été et chaud l'hiver. C'est-à-dire que la température restait constante dans les maisons qui avaient une cave. La cave, c'était en terre battue. Bon, dans la cave, il y avait ce fameux garde-manger, donc c'était un petit placard
tout en grillage tout fin, qui empêchait les mouches de rentrer et l'air quand même de circuler. Donc là-dedans, on mettait le beurre, enfin on mettait ce qu'il fallait conserver au frais. Donc on conservait ça au frais. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que dans ce temps-là, bon, on n'avait pas de voiture. Hein. Quand on voulait aller en ville, c'est-à-dire quand je voulais aller à Belfort, il fallait déjà faire presque 2 km, 2 km et demi pour aller jusqu'à Danjoutin, prendre le bus, et ensuite le bus nous emmenait à Belfort. Et à Belfort, bon, bah, on marchait à pied. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il y avait le fameux Monoprix. C'était un magasin qui n'a pas changé de place. Il s'appelle toujours Monoprix. Il est toujours au même endroit. Donc ce magasin, c'est un magasin d'alimentation. Enfin, je pense que vous connaissez Monoprix. Et pour moi, il n'a pas changé depuis 70 ans. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Ben voilà, oui, il y avait effectivement, comme on n'avait pas de voiture, ben on roulait en vélo ou en vélo moteur quand même. Il y avait des vélos moteurs. Il y avait aussi, on notait les numéros, c'est-à-dire que dans ce temps-là, c'était les premières voitures. Il y a des gens qui notaient les numéros des voitures sur les grandes routes. Moi, j'ai dû le faire aussi, mais comme dans mon village, il devait passer 5-6 voitures, j'avais pas beaucoup de numéros de voitures à noter. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ben, quand je vois mon grand-père, là, je pense aux phrases souvenirs, parce que là, on est en train de faire une vidéo sur les souvenirs. Je me rappelle, un jour, j'étais dans le pré, là, derrière la maison, avec mon grand-père, et il passait des avions. Dans ce temps-là, les avions, ils passaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et on les repérait d'après leur moteur. Il y avait les Boeing et les Caravelle. Alors, il y en a un qui avait 2 moteurs, l'autre qui en avait 4, enfin, je ne sais plus trop ce que c'était, mais on faisait la différence. Puis, mon grand-père, on discutait, on regardait passer les avions, et mon grand-père, il me dit, un jour, avec tous ces avions, ils vont finir par détraquer le temps. Alors moi, je me disais, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis là, ben, aujourd'hui, voilà, le temps, effectivement, il est détraqué. Donc mon grand-père était un visionnaire, puisque 70 ans, 60 ans avant, il pensait que les avions allaient détraquer le temps. Aujourd'hui, on nous dit que c'est la pollution, mais c'est quand même bien aussi les avions. Il y a aussi des phrases, les phrases que certaines personnes nous disent. Alors je ne sais pas si ça vous arrive, réfléchissez. Moi, je me rappelle, j'étais dans la chambre avec mon grand-père et on discutait tout ça. Et puis la phrase, elle a fini par dire, ouais, mais tu te rappelleras plus de moi, tu penseras bientôt plus à moi. Quand tu seras grand, tu penseras plus à moi. Et moi, je me rappelle, je lui ai dit, si, si, je penserai toujours à toi. Et cette phrase, elle m'a quand même bien marqué, puisque chaque fois que je vois, mon grand-père s'appelait Charles, chaque fois que je vois le nom de Charles, chaque fois que je peux, d'ailleurs, vous voyez, même dans cette vidéo, je pense à lui et je pense à cette phrase. Comme quoi, des fois, il y a des phrases, vous pouvez réfléchir, qui s'associent à des gens, et cette personne vous avait dit une phrase qui vous a marqué pendant toute votre vie ou pendant très longtemps, vous vous souvenez de cette phrase. Donc, raconter une petite histoire, c'est deux copains, ils discutent, puis l'autre dit, oh, il dit, si j'avais su, hein, moi, j'aurais écouté, quand j'étais petit, hein, j'aurais dû écouter ma mère. Ah bon? L'autre dit, bah oui. Bah, puis alors, qu'est-ce qu'elle disait, ta mère? Bah, il dit, je sais pas, hein, j'écoutais pas. Comme quoi, vous voyez, des fois, il faut écouter quand même les grandes personnes, écouter ses parents, parce que des fois, on peut après regretter de ne pas les avoir écoutés. Voilà. Merci pour cette petite de m'avoir écouté jusque-là. Je crois que je vais arrêter cette petite vidéo. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passait. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ben, je peux dire que j'avais plein d'idées. Je me disais, ouais, c'était comme si dans le temps, ça, ça, ça. Je vais faire une super longue vidéo. Puis tout compte fait, quand vous écrivez, quand vous en parlez, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le monde était comme il était. Le monde était bien différent de maintenant, mais que bon, on ne peut pas en raconter des heures et des heures. Il y avait des choses un peu spéciales qui ont complètement disparu, les jardins, les lapins, les poules. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas tout ça. Mais on a vécu quand même et on a créé justement, on a travaillé pour faire tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et on a fait évoluer le monde. Donc on a eu de la chance, ceux qui sont nés à mon époque, ben, ils ont participé à l'évolution du monde jusqu'à maintenant. On a vu pas mal de nouveautés, on a créé pas mal de choses, on a découvert pas mal de choses. Mais bon, j'ai du mal à penser que mon fils, le fils de mon fils, découvrira encore beaucoup plus de choses que moi j'en ai découvert. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.